20 ans d'embargo, imposé par Bill Clinton, renouvelé par George Bush et Barack Obama, c'est finalement Donald Trump qui y a mis fin en octobre dernier, l'embargo économique contre le Soudan. Nous sommes en février 1993, 8 ans avant les attentats du 11 septembre. Une voiture piégée explose dans le parking souterrain du World Trade Center à New York et tue 6 personnes. C'est le premier attentat djihadiste dans un pays occidental et il est commandité par Al-Qaïda. L'un des terroristes est soudanais. Oussama Ben Laden a vécu à Khartoum. Le Conseil de sécurité de l'ONU prend des sanctions pour soutien au terrorisme. 4 ans plus tard, les États-Unis imposent un embargo total, gel des avoirs, interdiction de toute importation et exportation vers le Soudan. The United States has imposed sweeping new economic sanctions against the government of Sudan because of its continued sponsorship of international terror, its effort to destabilize neighboring countries, and its abysmal record on human rights, including religious persecution. Et cet embargo aura des conséquences dramatiques. La croissance chute, l'inflation explose, des centaines d'usines ferment, faute de pièces détachées pour les machines. Les sanctions seront encore renforcées lors de la guerre au Darfour. Mais aujourd'hui que cet embargo a pris fin, que le Soudan peut à nouveau accéder aux nouvelles technologies et au marché financier international, le pays va-t-il pouvoir se relever? Billet retour à Khartoum, c'est un reportage de Bastien Renouille. Hôpital universitaire de Khartoum. Au programme ce matin, quelques opérations légères. Dans le service pédiatrique, Anmar observe la chirurgienne. À 23 ans, il a presque fini ses études. Il vient réviser avec les médecins avant son prochain examen. Depuis le mois d'octobre, un sujet de discussion revient régulièrement entre étudiants et docteurs. La levée des sanctions américaines, est-ce que ça a changé quelque chose jusqu'à présent? Non. Il n'y a pas eu de changement? Non, ça ne nous a pas encore affectés. On ne voit rien venir. Aucune amélioration. Seuls les cas les plus légers peuvent être traités ici. Le Soudan est sous-équipé pour soigner cancer et autres pathologies graves. Les malades doivent aller en Égypte ou dans les pays du Golfe. Une grande partie du matériel de pointe est fabriqué aux États-Unis. Depuis 1997, il était impossible d'en importer. Mais même les éléments les plus basiques viennent à manquer. Le matériel de suture, il n'est pas disponible? Non, et ce qu'on arrive à avoir, ce n'est pas la qualité dont on a besoin. Dans chaque salle, plusieurs étudiants assistent aux opérations. Après leurs études, très peu comptent rester au Soudan. Anmar n'échappe pas à la règle, il aimerait partir se former au Canada. En ce qui concerne les nouvelles technologies, les sociétés qui les fabriquent n'exportent pas au Soudan. C'est pour ça que beaucoup de médecins s'en vont. Et aussi, pour être honnête, nous avons beaucoup de problèmes financiers. Les salaires ne sont pas bons. Pour compenser l'absence de matériel de pointe, Anmar a créé une organisation. Après les cours, il prend un taxi et doit traverser Khartoum pour un rendez-vous avec des ingénieurs. La capitale, située à la jonction des deux Nils, est une immense agglomération de plus de 4 millions d'habitants. Cette ville est censée avoir une position stratégique, mais son potentiel reste jusqu'à présent sous-exploité. Ces tours auraient dû être terminées en 2014. Le gouvernement présentait ce quartier comme le Dubaï africain. Il y a de plus en plus d'immeubles en construction. Il y a aussi de nombreuses personnes qui veulent investir au Soudan. Surtout maintenant que les sanctions américaines ont été levées, mais il leur faut du temps. Régulièrement, Anmar se rend à l'Impact Hub de Khartoum, l'un des quelques espaces de travail partagés de la capitale. Faute d'investisseurs venus de l'étranger, les jeunes Soudanais doivent développer leur propre technologie.
Le futur docteur a créé la communauté soudanaise de l'innovation médicale. Aujourd'hui, il vient prendre des nouvelles d'un projet prometteur. On continue les essais. Maintenant, on attend d'avoir la licence pour pouvoir le lancer sur le marché. Dans cette boîte en carton, un test de dépistage du paludisme. Il faut commencer par le brancher à une batterie portable de 5 volts. Et maintenant, le laser est en train de passer à travers le doigt. Il détecte ensuite quel type de parasite infecte le patient grâce à une technologie peu coûteuse, facilement trouvable sur Internet, mais difficile d'accès à cause de l'embargo. Ce n'était pas possible de le faire livrer au Soudan. Donc nous l'avons fait envoyer en Égypte. J'ai dû y aller moi-même pour le ramener. C'est le plus gros problème que nous ayons dû affronter. Anmar est le premier à vouloir développer des technologies médicales au Soudan. Selon lui, il faut se regrouper pour progresser. De nombreuses communautés sont en train d'être constituées ici au Soudan. Les communautés locales sont très importantes pour permettre des avancées. Elles apporteront nos propres solutions à nos propres problèmes. Des efforts motivés par 20 ans d'embargo américain. Si l'administration Obama était à l'initiative de la levée des sanctions, c'est bien celle de Donald Trump qui les a définitivement abandonnés. Pour en arriver là, le gouvernement soudanais a dû longuement négocier. La situation, intenable pour le pays, ne pouvait plus durer. L'économie du Soudan ne fonctionne pas de manière conventionnelle. Elle est devenue une sorte d'économie parallèle. Et à cause de cet embargo, le Soudan a subi de lourdes pertes, environ 500 milliards de dollars. Une époque révolue selon le ministre. Les investissements devraient arriver au cours des prochains mois. La première chose qui va attirer les investissements, ce sont les ressources abandonnées du Soudan, et en particulier nos ressources agricoles. Nous avons plus de 800 000 km² qui sont cultivables, et jusqu'à présent, seuls 25% ont été exploités. Un espoir d'embellie pour le gouvernement que ne constatent pas les Soudanais. En quelques mois, la valeur de la monnaie locale a fortement chuté. Le prix du pain et d'autres denrées de base a quant à lui doublé. De quoi déclencher des manifestations dans plusieurs villes du pays. Ces images, seuls les participants peuvent les filmer. 15 journalistes qui avaient tenté de couvrir les événements ont été arrêtés. Des manifestations réprimées au cours desquelles au moins 3 personnes ont été tuées et nombre d'opposants emprisonnés. Le régime dictatorial d'Omar al-Bashir muselle toute forme de contestation. Accusé par la Cour pénale internationale de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, il dirige le Soudan d'une main de fer depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989. Les adversaires politiques, indésirables, parviennent tout de même à exister. Lors de cette fête en l'honneur d'un chef religieux, dans un quartier acquis à l'opposition, certains leaders n'hésitent pas à se montrer. Cet homme, fusil à la main, est bien connu du régime. Il est membre du bureau politique du Parti de l'Union démocratique originelle, un parti d'opposition. Le soir venu, tout le quartier se donne rendez-vous à la mosquée.
S'il vient officiellement pour prier, c'est aussi ici qu'Ahmed vient planifier la manifestation qui doit avoir lieu le lendemain. Autrefois, la mosquée accueillait les grandes figures du régime. Opposants et gouvernants échangeaient sur la politique du pays. Ils ont toujours honoré leurs obligations sociales. Avant, nos vies étaient normales. Qu'il y ait un événement heureux ou malheureux, ils venaient toujours. Monsieur le président Omar al-Bashir nous a rendu visite 10, 15, peut-être 20 fois. Maintenant, ils ne nous rendent plus visite. Cela fait très longtemps que nous ne les avons pas vus. Et nous-mêmes n'allons pas les voir. La grande manifestation prévue le lendemain matin est finalement annulée. La sécurité avait été mise au courant. Les risques d'arrestation étaient bien trop élevés. Nous retrouvons Ahmed chez lui. Contrairement à d'autres leaders politiques, sa maison n'est en ce moment pas sous surveillance. S'il a déjà séjourné plusieurs fois en prison, il n'a pas toujours été dans l'opposition. Ça, ce sont mes camarades de l'armée. Je suis au milieu. On a été formés en Égypte et au Soudan. On était prêts à défendre la nation tout entière grâce à Dieu. Ce qui l'irrite le plus en ce moment, c'est l'évolution du coût de la vie. Pour nous, on ne peut pas parler d'économie. Les puissants s'arrangent pour que leur vie soit simple et agréable, mais pas pour que le pays aille bien. On a vu pendant les printemps arabes des leaders très bien installés partir en quelques secondes. Ça serait mieux pour eux qu'ils corrigent leurs erreurs. Des menaces que très peu osent formuler publiquement. Pour les jeunes, la solution ne vient pas forcément d'une révolution ou de l'adhésion à un parti politique. Aya vient régulièrement dans ce café branché de la capitale, un endroit à part où elle peut sentir la société changer. La résistance ne doit pas toujours être agressive. Elle peut être organisée, comme ici par exemple. Cet endroit est un sanctuaire face aux restrictions. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui permettent ce genre de liberté. Je suis assise ici et je vous parle, je ne porte pas de voile. Je peux être assise avec des garçons, des filles, peu importe le genre, cela n'a pas d'importance. Au cours des dernières années, les réseaux sociaux ont créé une brèche. La liberté d'expression y est plus importante. Sur Twitter, par exemple, un ami d'Aya parle d'une connaissance arrêtée. Impossible de tenir un tel discours ailleurs. Vous seriez arrêté aussi, car vous inciteriez les gens à causer le chaos, à perturber l'ordre public. Aya quitte le café pour partir en direction d'un atelier d'écriture. Plusieurs fois par mois, elle participe aux rencontres de l'association Nas with Notepads, en français, des gens avec des blocs-notes. Plusieurs centaines de personnes sont membres du groupe. Apolitique, il permet à ses membres de s'exprimer sur des sujets divers, sans avoir besoin de masquer leurs pensées. À chaque atelier, son thème. On va parler de l'histoire en général, de nos ancêtres africains, leur héritage, les traditions, la fierté d'être africain. Vous allez commencer à écrire, juste écrire. Cela ne fait rien si ça ne veut rien dire. Au fil des exercices, la parole se libère. Les jeunes poètes écrivent, échangent leurs textes et les lisent. Respecte-toi avant toute chose et remémore ton passé. Tu es ton propre livre d'histoire. Alors laisse tes mots rayonner. C'était vraiment bien. Les ateliers engendrent parfois des discussions très sérieuses. Je ne peux pas être fière d'être soudanaise. Cela représente trop de choses. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Dans une ville où il y a peu d'activités pour les jeunes, le côté ludique est primordial, mais chacun vient aussi y chercher quelque chose de plus profond. Cela donne l'opportunité de s'exprimer, d'aller chercher dans la partie créative de vous-même que vous n'avez pas l'habitude d'explorer. La communauté, les gens dans la foule qui écoutent les poèmes, peu importe à quel point ils sont en désaccord avec ce qui est dit, ils ne réagiront pas.
Si l'association existe librement depuis 6 ans, c'est qu'elle ne revendique aucune idéologie politique. Mais tous pensent que le nombre croissant de poètes permettra une parole plus libre. En attendant une ouverture économique qui tarde à arriver, beaucoup espèrent voir les prémices d'une ouverture sociétale. Et voilà pour ce reportage au Soudan, reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com et sur toutes nos applications mobiles. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Billets Retour.